Voilà ce qu'ils avaient affiché à la mairie. Ma dernière leçon de français. Et moi qui savais à peine écrire, je n'apprendrais donc jamais? Il faudrait donc en rester là? Comme je m'en voulais maintenant du temps perdu, des classes manquées à courir les nids ou à faire les glissades sur la Sarre. Mes livres, que tout à l'heure encore je trouvais si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire sainte, me semblaient à présent de vieux amis qui me feraient beaucoup de peine à quitter. Et c'est comme M. Hamel, l'idée qu'il allait partir, que je ne le verrais plus, me faisait oublier les punitions, les coups de règle. Pauvre homme. C'est en l'honneur de cette dernière classe qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche. Et maintenant je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu'ils regrettaient de ne pas y être venus plus souvent à cette école. C'était aussi comme une façon de remercier notre maître de 40 ans de bons services et de rendre leur devoir à la patrie qui s'en allait. J'en étais là de mes réflexions quand j'entendis appeler mon nom. C'était mon tour de réciter. Que n'aurais-je pas donné pour pouvoir dire tout au long de cette fameuse règle des participes bien haut, bien clair, sans une faute? Mais je m'embrouillais au premier mot et je restais debout à me balancer dans mon banc, le cœur gros, sans oser lever la tête. J'entendais M. Hamel qui me parlait. « Je ne te gronderai pas, mon petit Franz. Tu dois être assez puni. » Mais voilà ce que c'est. Tous les jours, on se dit « Bah, j'ai bien le temps, j'apprendrai demain. » Et puis, tu vois ce qui arrive. Ah, ça a été le grand malheur de notre Alsace de toujours remettre son instruction à demain. Maintenant, ces gens-là sont en droit de nous dire « Comment, vous prétendiez être français, vous ne savez ni lire, ni écrire notre langue ?» Dans tout ça, mon pauvre Franz, ce n'est pas encore toi le plus coupable. Nous avons tous notre bonne part de reproches à nous faire. Vos parents n'ont pas assez tenu à vous voir instruit. Ils aimaient mieux vous envoyer travailler à la terre ou aux filatures pour avoir quelques sous de plus. Moi-même, n'ai-je rien à me reprocher? Est-ce que je ne vous ai pas souvent fait arroser mon jardin au lieu de travailler? Et quand je voulais aller pêcher les truites, est-ce que je me gênais pour vous donner congé? Alors, d'une chose à l'autre, M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c'était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide, qu'il fallait la garder entre nous et ne jamais l'oublier. Parce que quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il tenait la clé de la prison. Puis, il prit une grammaire et nous lut notre leçon. J'étais étonné de voir comme je comprenais. Tout ce qu'il disait me semblait facile. Facile. Je crois aussi que je n'avais jamais si bien écouté que lui non plus n'avait jamais mis autant de patience à ses explications. On aurait dit qu'avant de s'en aller, le pauvre homme voulait nous donner tout son savoir, nous le faire rentrer dans la tête d'un seul coup. La leçon finie, on passa à l'écriture. Pour ce jour-là, M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs, sur lesquels était écrit en belles rondes France, Alsace, France, Alsace. Cela faisait comme des petits drapeaux qui flottaient tout autour de la classe, pendus à la tringle de nos pupitres. Il fallait voir comme chacun s'appliquait. Et quel silence! On n'entendait rien que le grincement des plumes sur le papier. Un moment, des hannetons entrèrent, mais personne n'y fit attention, pas même les tout petits qui s'appliquaient à tracer leur bâton avec un cœur, une conscience, comme si cela encore était du français. Sur la toiture de l'école, des pigeons roucoulaient tout bas et je me disais en les écoutant, est-ce qu'on ne va pas les obliger à chanter en allemand, eux aussi? De temps en temps, quand je levais les yeux de dessus ma page, je voyais M. Hamel, immobile dans sa chaire et fixant les objets autour de lui, comme s'il avait voulu emporter dans son regard toute cette petite maison d'école. À ma pensée, depuis 40 ans qu'il était là, à la même place, avec sa cour en face de lui et sa classe toute pareille. Seulement, les bancs, les pupitres s'étaient polis, frottés par l'usage, les noyers de la cour avaient grandi, et le houblon qu'il avait planté lui-même enguirlandait maintenant les fenêtres jusqu'au toit.
Quel crève-cœur ça devait être pour ce pauvre homme de quitter toutes ces choses, et d'entendre sa sœur qui allait, venait dans la chambre au-dessus en train de fermer leur mal, car il devait partir le lendemain, s'en aller du pays pour toujours. Tout de même, il eut le courage de nous faire la classe jusqu'au bout. Après l'écriture, nous eûmes la leçon d'histoire. Ensuite, les petits chantèrent tous ensemble le Ba-be-bi-bo-bu. Là-bas, au fond de la salle, le vieux Hauser avait mis ses lunettes et, tenant son abécédaire à deux mains, il épelait les lettres avec eux. On voyait qu'il s'appliquait lui aussi. Sa voix tremblait d'émotion, et c'était si drôle de l'entendre que nous avions tous envie de rire et de pleurer. Ah, je m'en souviendrai de cette dernière classe. Tout à coup, l'horloge de l'église sonna midi, puis l'Angélus. Au même moment, les trompettes des Prussiens qui revenaient de l'exercice éclatèrent sous nos fenêtres. M. Hamel se leva, tout pâle dans sa chair. Jamais il ne m'avait paru si grand. « Mes amis, dit-il, mais je... Mais quelque chose l'étouffait. Il ne pouvait pas achever sa phrase. Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie, et en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu'il put « Vive la France !» Puis il resta là, la tête appuyée au mur, et sans parler, avec sa main, il nous faisait signe. C'est fini. Allez-vous-en.